Des agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance sont à l'école de l'éducation financière. L'atelier qui va durer 3 jours à Cotonou a été officiellement lancé par le directeur général de la microfinance. Vous suivrez le point dans cette édition. Hier 21 juin 2022, le monde entier célébrait la journée mondiale de la musique au Bénin, où la musique est une véritable attraction et une distraction pour les citoyens. Ils apprécient le niveau de la musique béninoise. Vous allez les suivre au micro de Olive Biaou. Et puis en interactualité, le chef de la junte au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, a reçu mardi Roch Marc Kaboré et Christian, l'ex-président, qu'il a renversé en janvier lors d'un putsch pour décrisper la situation politique du pays. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision, formation des agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance en éducation financière. C'est à partir de ce mercredi 22 juin 2022 à la direction générale de l'association professionnelle des systèmes décentralisés du Bénin. L'atelier qui va durer 3 jours à Cotonou est officiellement lancé par le directeur général de la microfinance, représentant ici de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfoli, empêché. Le point avec Romaric Dossa et Pierre Akapo. Séance de renforcement de capacité en éducation financière. Ces agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance viennent de plusieurs départements du Bénin. Ils sont ici au siège du consortium Alafia pour 3 jours de formation, laquelle formation portera sur les techniques de gestion des crédits octroyés aux populations. On ne cessera jamais de le dire, la microfinance est un outil très important de lutte contre la pauvreté. Et cet outil ne peut véritablement pas atteindre son objectif de lutte ou de réduction de la pauvreté sans que dans son déploiement en termes d'activité principale, on ne participe pas à la formation et pourquoi pas à l'éducation financière de la population. Parce qu'en termes classiques, en matière de microfinance, on parle des services financiers, mais on parle également des services non financiers. Et en termes de services non financiers, support aux services financiers, nous avons l'éducation financière. Parce qu'une fois éduqué, on sait adopter des comportements financiers responsables pour éviter de confier son épargne à des acteurs qui ne sont pas agréés par le ministre en charge de l'économie et des finances. Éduqué, on sait comment gérer le crédit, qui est l'argent des autres. Éduqué, on sait comment négocier les prix des services financiers. Éduqué, on sait comment vraiment mieux mener l'activité génératrice de revenus. Pour les responsables, l'éducation financière est un support important qui participe à la protection sociale de la population. Il rappelle à ses agents que la vision du gouvernement est de faire des centres de promotion sociale les guichets uniques de protection sociale. Et qui dit protection sociale dit également protection des clients dans leur relation d'affaires avec les partenaires qui sont les SFD. Donc, cette formation vous permettra d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir conseiller les clients dans vos différents lieux de travail, les aider à régler un tant soit peu les problèmes, les difficultés qu'ils auront avec les SFD. L'andragogie, avec ses agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance, prend fin le vendredi 24 juin prochain. Ils pourront désormais, au terme des travaux, œuvrer au niveau des CPS pour que la microfinance puisse véritablement jouer sa partition en termes d'outils de réduction de la pauvreté en République du Bénin.
Patrice Talon, célébré en champion de l'alimentation scolaire au siège du programme alimentaire mondial à Rome, invité d'honneur du conseil d'administration du programme alimentaire mondial, le Bénin, représenté par la vice-présidente, a été auréolé d'admiration au bout de son discours sur le nouveau modèle béninois de cantine scolaire. Suivant ici un extrait de Mariam Tchabit Latazime Irima à Rome face au conseil d'administration du programme alimentaire mondial PAM à Rome. Au Bénin, dans les milieux ruraux, avant l'avènement des cantines scolaires, de nombreux enfants, filles et garçons, parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'école et y restaient souvent le ventre vide jusqu'au retour chez eux pour un maigre déjeuner partagé à la hâte avant de reprendre une seconde fois le chemin de l'école, fatigués et épuisés. Dans cet état, ils ne pouvaient guère bien suivre les cours et finissaient par décrocher du fait de la pénibilité de leurs conditions d'apprentissage et des mauvais résultats générés. Les cantines scolaires sont donc nécessaires dans nos sociétés, non seulement pour des raisons pédagogiques, mais aussi éducatives, morales, sociales et économiques. Elles sont nécessaires à la rétention des apprenants à l'école, l'amélioration des apprentissages et des performances scolaires, la qualité de l'hygiène, de la nutrition et de la santé des enfants, la valorisation et l'écoulement des produits locaux et enfin l'aide aux ménages défavorisés à travers les filets sociaux. Le Bénin, dont le président est désigné aujourd'hui champion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, promet donc de mieux faire. Une composante essentielle de la nation, la chefferie traditionnelle compte beaucoup pour le chef de l'État. Le président Patrice Talon a annoncé des réformes dans le domaine. Des experts et autres garants de la tradition travaillent depuis quelques semaines pour doter le pays d'un cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Dans le reportage à venir, vous suivrez donc les avis de quelques têtes couronnées, également de quelques citoyens sur le sujet. Reportage. Trouver toutes les données de notre histoire en cette matière. Les réformes du président Patrice Talon touchent la chefferie traditionnelle du Bénin. Désormais, un cadre juridique sera mis en place et chefs, collectivités, rois et autres auront de véritables statuts. On attendait ça depuis. Mais les gouvernements passés en ont voulu, mais ils ne l'ont pas fait. Je salue beaucoup cette initiative de Patrice Talon. Que l'on veuille ou pas, avec le président Patrice Talon, nous allons reconnaître là où nous venons, avant de savoir là où nous allons. Je salue cette initiative qui fera du bien à la génération montante. Il faut que nous, aujourd'hui, nous nous attelons à actionner les mouvements avec le président Patrice Talon pour que ça soit vraiment un véritable créneau pour notre génération. Quand on m'appelle, on me demande l'histoire de mon royaume, étant tête couronnée, étant initié, je suis prêt à répondre à cette question du commencement jusqu'à la fin. Mais nous connaissons nos collègues aujourd'hui étant soi-disant majesté, qui n'ont même pas été, c'est-à-dire au couvent, mais qui se sont sortis majesté, mais qui ne maîtrisent rien dans la royauté, mais ils prennent ce titre pour pouvoir influencer le pays, c'est-à-dire des gens. Ils escroquent des gens avec ce titre. Donc je vois que c'est une bonne pensée que le président a fait sortir pour que, c'est-à-dire ceux qui se disent majesté mais qui n'ont même pas de parigérique et qui ne savent même pas leurs histoires, leurs entités, là où ils ont quitté, là où ils sont aujourd'hui, de quoi vivaient leurs ancêtres auparavant, quelles sont les divinités qu'ils adoraient auparavant, qui ne savent rien de ça. Vous voyez que nos objets ancestraux sont ramenés de la France. Ceux qui nous ont pris par force, par bagarre, par intimidation.
nous les avons ramenés. Patrice Talon, il est sur le bon mouvement. Nous, les chefs de jeunes, nous ne pouvons pas le laisser. On ne le laissera pas jamais. Nous sommes avec lui et nous continuerons avec lui. On saura qui est qui maintenant parmi nous. Si nous sortons, on saura que celui-là maintenant, c'est un vrai roi. Celui-là, non, c'est un Kwedutor. Il y aura une grande différence entre étant roi, majesté, et Mito Akpologan et Kwedutor. Parce qu'aujourd'hui, il y a les Mito Akpologan qui se disent majesté. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui des Kwedutor, des Kwedutor simplement qui se disent majesté. Donc nous devrions voir clair dans tout ça là. Donc le président voudrait voir clair dans tout ça là. Nul doute que cette réforme annoncée accordera plus de place à nos valeurs endogènes. La fête de la musique est une célébration qui a lieu le 21 juin de chaque année. Lors de cette journée, les citoyens d'une ville ou d'un pays sont autorisés et invités à jouer de la musique à l'extérieur, dans leur quartier ou dans les espaces publics et les parcs. Au Bénin, la musique est une véritable attraction et une distraction pour les citoyens. Comment célébrait-on donc la fête de la musique au Bénin? Quel est l'état actuel de la musique béninoise? Voilà les questions auxquelles ont répondu quelques citoyens au micro de Olive Biaou et Mathieu Soso. La musique, un art et une activité culturelle permettant à tout individu de se divertir. Célébrée le 21 juin de chaque année, la fête de la musique ne passait pas inaperçue au Bénin. La musique adoucit les mœurs. La musique est un médicament indispensable à tout être vivant. Vous savez, quand on parle de la musique, c'est un état sensationnel de pensée, de conception, d'inspiration. C'est une tendance. C'est une tendance où chaque frange de la population veut se retrouver dans des artistes donnés. Je me rappelle que ce soit au stade Général Mathieu Kérékou, on l'appelait un temps stade de l'amitié, au palais des congrès, c'était vraiment l'apothéose. Le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs, Culture partageait des bons. Les artistes étaient invités massivement d'ici, de la diaspora et de l'étranger. Et c'était vraiment une grande fête musicale. On se sentait vraiment ne pas vouloir se faire compter l'événement. Moi, je me rappelle, courant 2007 à 2009, 2010, tout le temps j'ai assisté aux Journées mondiales de la musique. C'était bien, les artistes venaient de toutes parts. Je rends hommage aux anciens musiciens. Melomé Clément, Esquil, Polyrythmo, Jonas Pedro, les Dadje, les Assassika. La musique béninoise est confrontée à certaines modifications modernes qui ne satisfont pas forcément toute la population. Quelques approches de solutions sont proposées. Bon, la musique béninoise actuellement n'est pas comme celle d'hier. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne travaillent pas beaucoup. Contrairement par le passé où ceux-là qui étaient dans la musique travaillaient beaucoup avant de sortir des sons ou bien des albums. Maintenant, les jeunes ne travaillent pas beaucoup, ils veulent la facilité, ils profitent de la technologie pour ne pas travailler. Aujourd'hui, c'est le cas de plus de la jeunesse, le sexe, on copie facilement les autres, les Européens ou bien les Américains ou bien les autres pays qui ont une autre culture. Tout musicien en herbe doit être suivi par l'État. Et on le prend, et on le suit, on l'encadre, mais c'est fini. On aura beaucoup de stars. Si l'État béninois peut créer des pôles départementaux de production et un centre national ou régional de production, ça peut soulager la peine de ceux-là qui sont en herbe. Et vous savez, quand il y a beaucoup de production, la qualité s'améliore nettement. Il y a la concurrence. Les gens ne vont plus vouloir donner du n'importe quoi. Nous allons exhorter l'État, quand il y a des événements, qu'on fasse confiance aux artistes locaux, qu'on les invite, les cachets des 25 millions qu'on donne aux artistes qui viennent faire les prestations
de 30 minutes, 45 minutes, alors que quand on prend 25 millions, on peut inviter déjà 5 à 10 artistes locaux, 10 musiciens locaux. Vous imaginez ce que ça peut apporter? À l'occasion de la fête internationale de la musique, le gouvernement béninois a décidé de faire vivre à la population des moments agréables et sensations fortes. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a annoncé 2 grands spectacles les 25 et 26 juin 2022 à Cotonou et Parakou. Et démarrons l'interaktualité par le Mali. La loi du plus fort est la norme dans le centre du pays, selon les ressortissants de la région. Il justifie ainsi la recrudescence des violences alors que les drapeaux sont en berne à Bamako, la capitale. Des populations dénoncent l'absence de l'autorité de l'État dans la région endeuillée. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de civils sont morts dans des attaques dans le centre et le nord du pays. Reportage. Le Mali observe depuis mardi 3 jours de deuil national décrétés par les autorités de la transition après les attaques du week-end dernier dans le centre du pays qui ont fait 132 morts. À Bamako, la capitale, des populations dénoncent l'absence de l'autorité de l'État dans les régions endeuillées. À mon avis, beaucoup de choses sont dites à Bamako qui sont différentes de la réalité. Je suis de la région. Il n'y a pas d'autorité de l'État là-bas, il n'y a rien. Nous vivons sans loi, c'est chacun pour soi, c'est la loi du plus fort. La population voit ce qui se passe, mais elle ne peut rien faire. 1 an, 2 ans sans pouvoir aller au champ, alors que c'est notre gagne-pain. Finalement, nous sommes obligés de migrer vers la capitale. Après avoir écumé le septentrion malien, les djihadistes ciblent de plus en plus les régions du centre. Le regain de tension est peut-être lié à la caducité aujourd'hui de ces accords locaux, mais également peut-être mis en lien avec l'intensification des opérations militaires des forces de défense qui peut-être mettent fin au processus de dialogue qui avait été amorcé par les autorités maliennes depuis 2019. La réponse, c'est surtout l'amélioration de la réponse face à cette menace sécuritaire, parce que la focalisation des moyens, de l'attention sur la question militaire à elle seule a montré ses limites depuis quelques années. Donc il convient de tirer les enseignements des limites des réponses observées pour aujourd'hui aller vers des solutions globales qui incluent non seulement la réponse militaire mais aussi des réponses politiques qui prennent en compte les préoccupations des populations qui sont liées à la qualité de la gouvernance, qui sont liées à la justice notamment. Le cadre d'échange, groupement d'une dizaine de partis politiques, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de civils sont morts dans des attaques dans le centre et le nord du Mali. Le chef de la junte au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu mardi Roch-Marc Christian Kaboré, l'ex-président qu'il a renversé en janvier lors d'un putsch pour décrypter la situation politique. Il était accompagné d'un autre ancien chef d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo. Les 3 hommes ont échangé sur les questions sécuritaires, la conduite de la transition et bien d'autres sujets d'intérêt national. Le président de transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu 2 anciens présidents burkinabés mardi. Avec Roch Christian Kaboré, chef d'État qu'il a destitué en janvier dernier, et Jean-Baptiste Ouédraogo, brièvement au pouvoir dans les années 1980, le dirigeant de la junte a échangé sur des questions sécuritaires, la conduite de la transition et d'autres sujets d'intérêt national, selon un communiqué de son gouvernement. La présidence explique aussi que cette réunion avait pour but de décrisper la situation politique et témoigne d'une volonté de réconciliation pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste.
Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir par un coup d'État en promettant d'endiguer la violence djihadiste croissante dans le pays depuis 2015. Mais les résultats tardent à venir. Le 11 juin, le pays a connu l'attaque la plus meurtrière depuis juin 2021 à Seitenga, avec 86 victimes et plus de 20 000 déplacés répertoriés par un récent bilan officiel. En République démocratique du Congo, plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil de Patrice Lumumba est ramené mercredi sur sa terre natale, 2 jours après la restitution par la Belgique à la République démocratique du Congo de la dépouille du héros de l'indépendance. C'est le début d'un périple de 9 jours dans le pays qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie du père de l'indépendance congolaise. Reportage. La Belgique a officiellement remis la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le leader congolais avait été exécuté en 1961 avec l'appui de mercenaires belges avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre belge a pointé du doigt les autorités de l'époque qui ont choisi de ne pas voir et de ne pas agir. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidé, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Patrice Lumumba est devenu une icône le 30 juin 1960 en prononçant un discours contre le racisme des colons en réponse au roi des Belges Baudouin. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La relique de la dépouille de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa, où elle sera placée dans un mémorial dédié. Le cercueil fera ensuite étape dans les lieux emblématiques de son parcours. La dent sera inhumée le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance congolaise. De retour en Guinée ce mardi, le pays d'origine de ses parents, Paul Pogba, a reçu un accueil exceptionnel dit d'un chef d'État. Le cortège menant la star de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry à Kaloum a traversé une foule incroyablement dense. Il disputera donc ce mercredi un match de charité, une rencontre se tenant au stade du Général Lassana à laquelle sont attendues pas moins de 40 000 personnes. Reportage. Retour triomphal pour Paul Labile Pogba sur le sol guinéen, le pays de ses ancêtres. Le footballeur star, champion du monde avec la France en 2018, a eu droit à un accueil digne d'un chef d'État à l'aéroport de Conakry ce mardi. Non seulement la paix et le respect et qu'on avance. Et que nous aussi en Afrique, on soit aussi comme en Europe, on avance. Parce que nous, on a aussi cette richesse, on a beaucoup d'amour, on a cette joie aussi. Donc aussi, nous aussi, on veut qu'on avance. Donc la paix. C'est tout ça. Des centaines de personnes s'étaient réunies pour accueillir le joueur de Manchester United, dont une délégation du village natal de ses parents. Là, c'est le village natal du papa de Paul Pogba. Donc, c'est le village natal de Paul Pogba. C'est le village de ses ancêtres. C'est pourquoi nous devons effectuer le déplacement. La population de Péla est là avec les groupes folkloriques. C'est nous qui avons fait venir tous ces mondes ici pour réceptionner leur fils. Parce que quand ton fils est star, interplanétaire, tu dois être fier de sa personne. C'est pourquoi on est là. En tant qu'autorité locale, je suis de la partie pour lui exprimer ma joie. En vacances après la fin de la saison européenne et en attendant d'officialiser son retour à la Juve, Pogba prendra part à un match caritatif en faveur du peuple guinéen, aux côtés du Sénégalais El Hadji Diouf ou du Camerounais Jean de Makoun. Emmanuel Macron consulte tour à tour les responsables des partis pour trouver des solutions constructive et empêcher un blocage politique en l'absence de majorité au Parlement. De son côté, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Trouvez les derniers développements des législatives dans ce reportage.
Un premier conseil des ministres en France après les élections législatives. Le scrutin a sonné comme un désaveu pour Emmanuel Macron et son gouvernement, privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui devra en outre se séparer de 3 éléments qui n'ont pas été élus dans leur circonscription, comme la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Dans l'opposition, de nombreuses voix réclament également le départ de la première ministre Elisabeth Borne, élue de justesse dans le Calvados. En poste depuis 1 mois, celle-ci a, comme le veut la tradition, présenté sa démission avant d'être aussitôt reconduite dans ses fonctions. Parallèlement, les chefs des différents partis politiques français ont été conviés ce mardi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le président de la République essaye de trouver des solutions constructives afin d'éviter un blocage politique. Il a d'abord rencontré le leader des Républicains, le parti de droite traditionnel, qui lui a réitéré son refus de constituer un pacte avec la majorité présidentielle. J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans l'opposition de manière déterminée, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions. Également reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée, Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite a obtenu 89 sièges de députés et entend bien peser dans la nouvelle Assemblée. J'ai exprimé au président des sujets de préoccupation urgents, qui sont ceux que porteront les députés du Rassemblement national, à savoir le pouvoir d'achat avec cette inflation qui monte de manière très inquiétante et qui semble hors contrôle, notamment sur les produits de première nécessité qui touchent évidemment les Français les plus modestes, mais également bien sûr sur l'énergie. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi le représentant du parti La France Insoumise à l'initiative de l'Alliance de gauche qui a recueilli 131 sièges de députés. Parmi eux, le leader du Parti communiste qui a indiqué qu'Emmanuel Macron envisageait la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.